L'affaire Caius, Henri Winterfeld, résumé par chapitres. Chapitre 1. Dans la prestigieuse école de Xanthos, les fils de grandes familles romaines ont le privilège d'y étudier le latin, le grec et les mathématiques, sous l'autorité d'un maître grec aussi savant que redouté. Ce jour-là pourtant, la discipline vacille à cause d'une plaisanterie de Rufus. Excédé par les provocations de Caius, un garçon riche et querelleur, Rufus profite d'un moment où le maître est absorbé dans sa lecture pour se glisser derrière lui et accrocher au mur une tablette portant cette inscription moqueuse « Caius est un âne ». La classe rit, mais Caius est vexé. Lorsque Xanthos, que les élèves surnomment Xantippe à cause de son mauvais caractère, ordonne le silence, Rufus reste figé derrière lui. Mais Caius traite Rufus de fils de lâche. L'insulte est terrible. La ville vient d'annoncer que le père de Rufus, le général Marcus Pretonius, vient justement d'être vaincu par les Gaulois. Blessé dans son orgueil et pour son père, Rufus se jette sur Caius pour une bagarre que les autres élèves encouragent. Stupéfait par un tel désordre dans son école, Xantippe sépare les combattants et exige des explications. Mais Mucius, le meilleur élève de la classe, est chargé de maintenir la discipline et hésite à dénoncer ses camarades. Quand Xanthos découvre la tablette insultante au mur, il comprend que Rufus est responsable du tumulte. Sans hésiter, il le renvoie de l'école. Caius, lui, reçoit simplement une punition de copie. Rufus est anéanti, ses parents ne sont pas riches, il se saigne pour lui payer cette école. Les larmes aux yeux, il supplie le maître de ne pas aller trouver sa mère et demande plutôt une punition, mais Xantippe est inflexible. En partant, Rufus prend par mégarde la lanterne de Mucius gravée au nom de son propriétaire. Mucius s'en aperçoit mais n'ose rien dire. Il remarque aussi un détail étrange. Le manteau de Rufus porte sur l'épaule une longue déchirure raccommodée avec une laine plus sombre, détail qui aura son importance plus tard. Au lieu de rentrer chez lui, Rufus reste longtemps assis devant l'école, sur un tonneau devant une auberge voisine. Depuis la salle de classe, Mucius l'observe, tandis que Rome s'anime au coucher du soleil. La rue large près du forum déborde de vie. Les passants reviennent des thermes, les marchands ambulants vendent leurs dernières figues et olives, les mendiants tendent la main, les prétoriens traversent la foule. Puis survient la litière somptueuse de l'ex-consul Tellus, ancien général couvert de gloire, reconnaissable à sa grande cicatrice qui traverse son crâne chauve. Escorté d'esclaves et d'admirateurs, il traverse la rue sous les acclamations. La nuit tombe, la ville se vide. Rufus reste perdu dans ses pensées. Mucius croit d'abord qu'il attend la fin du cours, ou qu'il redoute de rentrer chez lui. Mais Rufus se lève enfin, traverse la rue en courant, et disparaît dans une ruelle sombre menant vers le Tibre. Mucius s'étonne de le voir partir dans cette direction dangereuse, mais il se rassure. Son ami cherche sans doute à retarder le moment d'affronter sa mère après cette terrible journée. Chapitre 2. Le lendemain, avant le lever du soleil, les élèves arrivent à l'école Xanthos et découvrent avec surprise que leur maître n'est pas à son pupitre. Ils ne sont plus que 5, Rufus a été renvoyé la veille, et Caius est absent lui aussi. Les garçons se demandent s'il a voulu éviter de rendre la punition, mais ils savent bien que Xantippe n'oublie jamais une copie. Le temps passe, l'odeur des lanternes envahit la pièce, et dehors la rue large paraît lugubre dans la lumière grise de l'aube. Antoine et Flavien mangent des galettes achetées chez le boulanger, tandis que l'inquiétude grandit peu à peu. Derrière le rideau qui sépare la classe de la chambre du maître, aucun bruit ne se fait entendre. Antoine commence alors à fouiller la salle et remarque que l'escabeau de Xantippe est renversé. Ce détail étonne, car le maître est d'un ordre maniaque. Jules imagine qu'il est malade, mais Mucius préfère attendre. Puis Antoine, qui adore les histoires inquiétantes, souffle soudain une idée terrifiante. Et si Xantippe avait été assassiné ?
Aussitôt il prononce un nom qui fait frissonner toute la bande. Loukos. Loukos est un mystérieux astrologue, installé juste en face de l'école. Sa maison, sombre, sans fenêtre, intrigue le quartier. Sur sa porte est accroché un panneau inquiétant, danger de mort. Antoine nourrit depuis longtemps les rumeurs les plus folles à son sujet. Il affirme que le devin pratique la magie et qu'il ne sort jamais de chez lui. Les garçons se rappellent leurs anciennes discussions sur cet homme étrange. Certains disent qu'il gagne des fortunes grâce aux sénateurs qui viennent consulter ses prophéties. Antoine, lui, prétend même qu'il n'a pas de jambes et qu'il fait apparaître sa nourriture par magie. Mucius, plus raisonnable, se moque de ces absurdités. Mais ce matin, personne ne rit. Antoine imagine que Loukos a peut-être transformé Xantippe en cochon pour se débarrasser du bruit de l'école. Les élèves finissent malgré tout par plaisanter sur les cochons muets jusqu'à ce que Publius remarque soudain un détail inquiétant. La tablette où Rufus avait écrit « Caius est un âne » a disparu du mur. Peut-être que Xantippe l'a conservée comme preuve contre Rufus avant d'aller voir sa mère. Flavien plaint le pauvre garçon et un lourd silence retombe dans la classe. Dehors, la rue est toujours presque déserte. Publius finit par proposer de rentrer chez eux, excédé d'attendre inutilement, mais à cet instant, Mucius entend un bruit derrière le rideau. Alors, venant de la chambre de Xantippe, arrive un râle étouffé. Chapitre 3. Jules propose d'aller voir à quoi correspond ce râle, mais le timide Flavien supplie qu'on appelle plutôt la garde. Mucius, plus courageux, décide d'inspecter lui-même la pièce. Il prend la lanterne d'Antoine, soulève le rideau et reste figé de stupeur. La chambre est dévastée. Des meubles sont renversés, des rouleaux de papyrus et des vêtements jonchent le sol. Le drap du lit est déchiré, seul le lit et une grande armoire sont encore debout. Mais de Xantippe, aucune trace. Les garçons avancent prudemment dans le désordre, bouleversés par ce spectacle. Flavien, tremblant sur le seuil, demande où le maître a bien pu passer. Comme toujours, Antoine laisse aussitôt son imagination galoper. Selon lui, Xantippe a peut-être fui en Grèce pendant la nuit, de peur que le père de Rufus, le général Marcus Prétonius, se venge du renvoi de son fils. Antoine invente même toute une histoire. Xantippe serait allé consulter le mystérieux Loukos pour connaître son avenir, et l'astrologue lui aurait conseillé de quitter Rome. Mais soudain le râle retentit de nouveau. Cette fois, il vient clairement de l'armoire. Antoine murmure qu'il s'agit sûrement d'un esprit. Flavien supplie qu'on s'enfuit. Pourtant, Mucius refuse de céder à la panique. Il affirme qu'il n'y a pas d'esprit dans les armoires et demande qu'on éclaire la serrure avec la lanterne. Le cœur battant, il ouvre la porte. À l'intérieur, les enfants découvrent Xantippe ligoté, bâillonné. Le maître pousse des grognements furieux. Les garçons restent d'abord tellement stupéfaits que Flavien demande naïvement pourquoi il se mit là. Mucius reprend vite ses esprits et ordonne qu'on le délivre. À peine libéré, Xantippe explose de colère. Il a failli étouffer et ses bras comme ses jambes sont engourdis. Les garçons l'aident alors à rejoindre son lit. Le maître souffre visiblement, sa cheville est enflée, et il s'est fait une énorme bosse à la tête. Pendant qu'il examine sa blessure dans un petit miroir de métal, Mucius finit par lui demander comment il a pu se retrouver enfermé dans cette armoire. Indigné, Xantippe leur lance alors qu'il a été victime d'une agression. Chapitre 4. Les questions fusent. Les garçons tentent de savoir qui a attaqué leur maître, s'il a reconnu son agresseur, et si on a tenté de le tuer. Étourdi et la voix brisée par le bâillon, Xantippe leur raconte. Réveillé par des pas dans la salle de classe, il s'est levé dans l'obscurité, mais un homme plus grand et plus fort que lui l'a saisi brutalement. Xantippe a reçu un terrible coup sur la tête avant de perdre connaissance. Quand il s'est réveillé, il était ligoté et enfermé dans l'armoire. Pendant des heures, il a entendu son agresseur fouiller toute la chambre comme s'il cherchait quelque chose de précis. Puis l'homme est parti, le laissant prisonnier dans le noir, incapable d'appeler au secours.
Antoine, avide d'aventure, trouve l'histoire passionnante, ce qui lui vaut un regard glacial du maître. Jules suggère alors qu'il s'agit peut-être d'un voleur. Xantippe en doute, il garde très peu d'argent chez lui. Malgré cela, il ordonne aux garçons de ranger la pièce pour vérifier s'il manque quelque chose. Les élèves redressent les meubles, ramassent les rouleaux de papyrus, les cartes, les tablettes dispersées au sol. Depuis son lit, Xantippe dirige l'inventaire avec une précision de savant. Peu à peu, un étrange constat apparaît. Rien n'a été volé. Presque rien. Ce qui a disparu sont quelques ouvrages de mathématiques et des images sans valeur. Xantippe est consterné. Son précieux traité de Pythagore, un rouleau d'Euclide et son propre ouvrage sur les triangles rectangles se sont envolés. Cette découverte rend la sphère mystérieuse. Antoine imagine aussitôt un voleur passionné de mathématiques, trop pauvre pour acheter des livres. Publius se moque de lui. Les bandits ne passent sûrement pas leur nuit à étudier la géométrie. Flavien propose timidement de prévenir la garde, mais Xantippe refuse net. Il ne veut ni interrogatoires interminables, ni fouilles inutiles. Selon lui, les gardes seraient capables de retourner toute sa maison sans jamais trouver la moindre piste. Antoine approuve et raconte qu'il a vu récemment un garde incapable de lire l'heure sur un cadran solaire, simplement parce que le soleil était caché par les nuages. Xantippe le rabroue sévèrement. Sa langue trop bavarde lui attirera un jour des ennuis. Puis le maître remercie ses élèves de lui avoir sauvé la vie et leur annonce une nouvelle inattendue. L'école sera fermée quelques jours, le temps qu'il soigne sa cheville blessée. Les garçons exultent à l'idée de ces vacances imprévues. Quand Mucius pense soudain à Rufus, le pauvre garçon croit encore que Xantippe doit aller annoncer son renvoi à sa mère. Mucius demande donc au maître s'il compte toujours le faire. Allongé dans son lit, Xantippe caresse sa barbiche grise et finit par avouer qu'il n'a jamais réellement eu l'intention de renvoyer Rufus. Il voulait simplement lui donner une bonne leçon. Comme Rufus est un bon élève, il l'autorise à revenir à l'école. Mais il prévient toute la classe. Au prochain acte d'indiscipline, ils seront tous expulsés. Soulagés et joyeux, les garçons partent annoncer la nouvelle à leur ami. Ils traversent alors une Rome encore endormie. Le forum, d'ordinaire si bruyant, est presque désert sous les premières lueurs de l'aube. Quelques esclaves se dirigent vers les marchés, les bras chargés de paniers. Les enfants gravissent ensuite les ruelles escarpées du mont Esquilin jusqu'à la petite place de Minerve, dominée par le temple consacré à l'empereur et par la luxueuse villa du sénateur Vinicius, le père de Caius. En passant devant cette immense demeure, il se demande pourquoi Caius est absent. Mucius, encore agacé contre lui, décide qu'il n'est pas nécessaire de lui annoncer les vacances, qu'il continue donc son pensum. Le soleil se lève enfin et couvre le temple de Minerve d'une lumière dorée. Mais soudain, Publius s'arrête net, sur le mur blanc du temple, tracé en grandes lettres rouges, comme du sang. Les garçons découvrent ces mots « Caius est un âne ». Chapitre 5. Lorsque les garçons découvrent cette inscription, Jules accuse aussitôt Rufus. Ce temple est consacré à l'empereur et le profaner est considéré comme un crime. Mucius tente d'effacer les lettres avec sa toge, mais la peinture a déjà séché. Deux citoyens approchent. Pris de panique, les garçons se cachent derrière une haie. De là, ils observent les hommes découvrir l'inscription. Le plus maigre y voit une simple farce d'enfant, mais son compagnon, gros et chauve, s'indigne. Il affirme même qu'on devrait couper les deux mains au coupable. En entendant cela, les garçons blêmissent. La plaisanterie de la veille vient soudain de prendre une allure terrifiante. À peine les deux hommes partis, Mucius veut retourner effacer l'inscription, mais Antoine aperçoit quelqu'un sortir discrètement de la villa du sénateur Vinicius. C'est Claudia, la jeune sœur de Caius. Elle rejoint les garçons dans leur cachette et leur révèle qu'une catastrophe se prépare. Très tôt ce matin, les esclaves de la villa ont découvert l'inscription et l'ont signalée au sénateur Vinicius. Celui-ci, fou de colère, a immédiatement interrogé son fils. Caius, encore en chemise de nuit, a accusé Rufus, sans hésiter, affirmant reconnaître son écriture. Les garçons ressentent de la colère contre leurs camarades,
Mucius décide aussitôt que Caius sera mis à l'écart. Même Claudia, pourtant sa sœur, est bouleversée par son attitude. Elle refuse de croire Rufus capable d'une telle profanation et rappelle combien il a toujours été généreux et gentil avec elle. Mucius raconte alors à Claudia la bagarre de la veille et le pardon accordé par Xanthippe. Mais Claudia apporte une nouvelle plus inquiétante. Vinicius ne compte pas punir Rufus lui-même. Il veut le dénoncer au préfet de la ville. Cette annonce glace les enfants. Le préfet est connu dans Rome pour sa sévérité impitoyable. Publius raconte qu'il a déjà condamné des hommes à mort pour des fautes dérisoires. Antoine, fidèle à lui-même, affirme même que des enfants ont autrefois été jetés dans le Tibre pour être punis. Épouvantée, Claudia le traite de menteur avant de fuir en courant vers la villa, pieds nus, les sandales à la main. Un silence lourd retombe alors sur le petit bois de pin. Autour d'eux, Rome s'éveille sous le soleil du matin. Mucius prend une décision audacieuse. Rufus doit disparaître avant que les autorités ne viennent l'arrêter. Il propose de le cacher d'abord dans leur grotte secrète, puis de le faire fuir jusqu'à la maison de campagne de sa famille, où leur régisseur Salus le fera passer pour un esclave. Tous approuvent ce plan avec enthousiasme. Les garçons se dirigent donc vers la villa du général Prétonius, le père de Rufus. La demeure, vieille et austère, contraste avec le luxe éclatant de celle de Vinicius. Un vieux serviteur leur ouvre et leur apprend que Rufus n'est même pas allé à l'école ce matin. En voyant ses amis, Rufus se redresse brusquement dans son lit. Ses cheveux sont mouillés. Mucius lui annonce aussitôt qu'il doit fuir. Mais Rufus paraît perdu. Lorsqu'il l'accuse d'avoir peint l'inscription sur le temple, il croit d'abord à une plaisanterie. Puis, voyant leur sérieux, il se met en colère et jure avec force qu'il n'a jamais rien écrit sur le mur du temple. Chapitre 6. Les garçons commencent à douter. Rufus paraît sincère, mais l'inscription sur le temple ressemble vraiment à son écriture. Pour en avoir le cœur net, ils lui font recopier les mots « Caius est un âne ». Antoine et Publius partent comparer avec l'inscription du temple et reviennent convaincus. C'est bien la même écriture. Rufus, désespéré, affirme alors qu'on a imité son écriture pour le faire accuser. Peu à peu, un détail oublié prend de l'importance. La tablette sur laquelle Rufus avait écrit cette phrase à l'école a disparu. Les garçons comprennent qu'un inconnu a peut-être volé cette tablette pour copier son écriture. L'idée d'un complot commence à remplacer leurs soupçons. Pendant ce temps, Rufus apprend avec soulagement que Xanthippe lui a pardonné et qu'il pourra revenir à l'école. Mais ce répit est de courte durée. Le sénateur Vinicius veut toujours le dénoncer au terrible préfet de Rome. Mucius insiste pour qu'il s'enfuie, mais Rufus n'est pas d'accord. Fuir serait, selon lui, avouer sa culpabilité. Les élèves retournent alors chez Xanthippe pour retrouver la fameuse tablette disparue. Le maître confirme l'avoir rangée dans un coffre après la classe. Pourtant, elle n'y est plus. La preuve semble désormais évidente. Quelqu'un l'a volée. Au moment de partir, Mucius découvre sous une armoire une lourde chaîne d'or brisée. Xanthippe l'examine attentivement avant de déclarer, avec un petit rire inquiet, « Cette chaîne appartient sans doute à l'agresseur qui l'a attaquée pendant la nuit. » Chapitre 7. Xanthippe comprend enfin comment la chaîne d'or a été arrachée à son agresseur. Pendant leur lutte dans l'obscurité, il a saisi la chaîne fixée au manteau du voleur et le crochet a cédé. Dessus sont gravés des hiéroglyphes égyptiens. Selon lui, la chaîne appartenait à un riche manteau de pluie, mais retrouver son propriétaire dans une ville immense comme Rome semble impossible. Il offre donc la chaîne à Mucius, ravi de ce trésor inattendu. Sur le chemin du retour, Mucius décide qu'il faut agir vite pour sauver Rufus. Son idée est simple, convaincre le sénateur Vinicius qu'un faussaire a imité l'écriture de leur ami. Publius part alors chercher la tablette de Rufus afin de comparer son écriture avec celle de l'inscription du temple. Mais au forum, une foule s'est réunie devant les panneaux du journal mural du matin. Parmi les annonces officielles figure déjà l'affaire du temple de Minerve. L'article parle d'un jeune criminel ayant insulté le fils du sénateur Vinicius
et appelle les autorités à punir sévèrement le coupable. Pire encore, le texte suggère clairement que l'auteur est un élève de l'école de Xantippe et qu'il faut interroger Caius pour le dénoncer. Les garçons comprennent avec effroi que l'affaire n'est plus une simple bêtise d'enfant. Si la ville commence à s'en mêler, Rufus risque désormais un véritable procès. Chapitre 8. Mucius entraîne ses amis jusqu'à la villa du sénateur Vinicius, afin de sauver Rufus avant qu'il ne soit dénoncé au préfet. Grâce à Claudia, ils réussissent à entrer, malgré le portier peu accueillant. À l'intérieur, ils croisent Caius, mais le traite avec mépris, persuadés qu'il a trahi Rufus. Puis ils sont conduits devant Vinicius, un homme impressionnant. Mucius explique alors leur théorie. Quelqu'un a volé une tablette pour imiter l'écriture de Rufus. Les garçons montrent une nouvelle inscription écrite par leur ami et demandent au sénateur de comparer les deux écritures. Intrigué par leur courage et leur loyauté, Vinicius accepte de consulter Scribonus, le plus grand expert en écriture de Rome. Le vieux savant examine attentivement la tablette, puis l'inscription sur le temple. Les enfants retiennent leur souffle, pleins d'espoir. Mais après une longue étude, Scribonus prononce une sentence terrible. Il ne s'agit pas d'un faux. Selon lui, les deux textes ont été bien écrits par la même main. Chapitre 9. Les garçons comprennent avec tristesse que tout semble accuser Rufus. Ils retournent lentement vers lui, convaincus qu'il va être livré à la justice. Mais à leur arrivée, un nouveau drame les attend. Rufus vient d'être arrêté par les soldats et emmené de force. Avant de partir, il a juré une dernière fois à sa mère qu'il était innocent. Bouleversée, Livia refuse de croire son fils coupable. En repensant aux heures de la nuit où l'inscription a été tracée, elle comprend quelque chose d'étrange. Rufus n'aurait jamais pu sortir discrètement de la maison sans être vu. Cette idée trouble les garçons qui commencent à douter de nouveau. Dans la chambre de leur ami, ils découvrent plusieurs détails inquiétants. La tirelire de Rufus est vide, ses vêtements sont cachés sous le lit et complètement trempés, tandis que ses cheveux étaient mouillés plus tôt dans la matinée. Peu à peu, un mystère encore plus étrange semble se dessiner autour de lui. Chapitre 10. Alors que tout semble perdu pour Rufus, une nouvelle bouleverse la maison. Le général Prétonius, son père, vient de remporter une immense victoire contre les Gaulois. Les garçons espèrent aussitôt que cette gloire sauvera Rufus de la prison. Mais Livia reste inquiète. L'empereur jalouse le prestige du général, et le préfet pourrait profiter de l'affaire pour frapper durement son fils. Interrogé par Livia, le jeune esclave Rompus avoue la vérité. Dans la nuit, Rufus est sorti secrètement de la maison avec de l'argent et une lanterne. Il a disparu par une brèche cachée dans le mur du jardin et n'est revenu qu'à l'aube, trempé, épuisé. Malgré les questions de Rompus, il a refusé d'expliquer où il était allé, répétant seulement « Si tu parles, mon père est perdu ». Cette révélation plonge tout le monde dans le trouble. Rufus cache donc quelque chose. Livia comprend qu'il existe peut-être un complot contre son mari et que Rufus a été forcé d'agir. Pendant que les garçons imaginent 1000 théories, un détail refait surface. La chaîne d'or perdue par l'agresseur de Xantippe. Mucius a alors une idée audacieuse, aller consulter Loukos, le mystérieux voyant, pour découvrir à qui appartient la chaîne, même si plusieurs garçons n'osent pas avouer qu'ils ont peur de lui. Chapitre 11. À la tombée du jour, les garçons partent voir le mystérieux devin Loukos pour lui montrer la chaîne perdue par l'agresseur de Xantippe. Le ciel devient menaçant et chacun cache mal sa peur. Après avoir réuni leurs économies pour payer la consultation, ils arrivent devant la maison sombre du voyant. L'endroit ressemble à un repère de sorciers, porte secrète, masque effrayant, couloir obscur. Tremblants, ils pénètrent dans une grande salle humide où Loukos les attend, vêtu d'un manteau noir couvert d'étoiles, devant une corbeille remplie de serpents. Jules lui présente la chaîne et lui demande à qui elle appartient. Là, sans prévenir, Loukos explose de colère. Il les traite de voyous et leur lance des serpents. Pris de panique, les garçons s'enfuient jusque dans la rue.
Devant une fontaine, ils éclatent finalement de rire quand Antoine croit avoir été mordu alors que c'est simplement son propre poignard qui l'a piqué. Puis il réalise soudain quelque chose d'inquiétant. Mucius a disparu. Au même moment, l'orage éclate sur Rome. Chapitre 12. Pendant que ses amis fuient la maison de Lucos, Mucius était resté coincé à l'intérieur. Il y découvre avec stupeur le manteau de Rufus, caché derrière une colonne. Rufus est donc déjà venu ici ? Intrigué, il n'a pas le temps de réfléchir davantage car la porte se referme et l'emprisonne dans le couloir sombre. Terrifié, Mucius tente de garder son calme. Il observe Lucos de loin et remarque que le prétendu devin semble vieux, maladroit et fatigué. Mais les serpents qui rampent encore sur le sol l'empêchent de traverser la salle. Cherchant une issue à tâtons, il trouve une échelle, grimpe jusqu'à une lucarne et parvient à échapper sur le toit sous une pluie battante. Pensant être sauvé, il saute sur le toit voisin, mais le toit cède sous lui. Mucius tombe dans l'obscurité et s'écrase dans une immense masse d'eau. Il croit mourir, puis comprend qu'il est tombé dans la piscine des bains de Diane, juste derrière la maison de Lucos. Épuisé, trempé et prisonnier pour la seconde fois de la nuit, il découvre que les bains sont fermés. Sans autre solution, il s'allonge sur un banc de marbre, utilisant le manteau de Rufus comme oreiller, et finit par s'endormir. Chapitre 13. Le lendemain matin, Mucius se réveille dans les bains de Diane face à un maître baigneur furieux, qui l'accuse d'être déjà venu la veille en cachette. L'homme lui montre une preuve étonnante, la lanterne de Mucius retrouvée au fond du bassin. Mucius comprend alors que Rufus est passé par là avant lui. En discutant avec le maître baigneur, il apprend qu'un autre garçon s'est échappé des bains au lever du jour précédent. Comme Rufus avait emporté sa lanterne par erreur, tout devient clair, c'était lui. Et Mucius a une révélation capitale. Si Rufus a passé toute la nuit enfermé dans les bains de Diane, il ne pouvait pas être en train d'écrire sur le temple au même moment. Trempé mais bouleversé de joie, Mucius se précipite alors dans les rues de Rome en criant presque « Rufus est innocent ». Chapitre 14. Réunis dans leur cachette secrète du mont Esquilin, les garçons écoutent Mucius raconter son incroyable nuit chez Lucos et dans les bains de Diane. D'abord incrédules, ils finissent par admettre que tout concorde, les vêtements trempés de Rufus, la lanterne retrouvée au fond de la piscine et le manteau abandonné chez le devin prouvent que leur ami a passé la nuit enfermé dans les bains. Rufus ne pouvait donc pas avoir profané le temple. Rassurés, mais toujours inquiets pour leur camarade emprisonné, ils cherchent un moyen de le sauver. Après de longues discussions, ils décident d'écrire directement à l'empereur pour lui demander la grâce de Rufus. Dans leur caverne, encombrée de vieux objets, Flavien rédige péniblement la lettre sous la dictée de Jules, tandis que chacun débat du moindre mot avec un sérieux comique. Enfin satisfaits de leur œuvre, les garçons croient tenir la preuve décisive de l'innocence de Rufus. Mais Publius rappelle soudain que Scribonus a reconnu l'écriture de Rufus sur le mur du temple. Le doute renaît aussitôt. Alors que le silence retombe dans la caverne, une voix surgit de l'ombre. Caius apparaît devant eux et lance avec défi « C'est moi qui ai écrit sur le temple ». Chapitre 15. Par vengeance contre Rufus, il a aussi attaqué Xanthippe et attiré les soupçons sur son rival. Pourtant, il affirme ne jamais avoir voulu envoyer Rufus en prison. Honteux, il accepte même d'avouer sa faute au préfet pour sauver son camarade. Mais Jules découvre aussitôt que Caius ment encore. Il est impossible d'avoir reproduit l'écriture de Rufus de la manière qu'il décrit. Soudain, il comprend la vérité. Quelqu'un a fabriqué un pochoir en gravant la tablette de Rufus avec un couteau avant d'y appliquer de la peinture. Les garçons explosent de joie, ils tiennent enfin l'explication du faux. Alors qu'ils rédigent un ajout à leur lettre destinée à l'empereur, Xanthippe surgit dans la caverne, furieux et boitant sur sa canne. Après avoir grondé ses élèves et ridiculisé leur enquête maladroite, il reconnaît pourtant que Rufus est probablement innocent. Avec sa logique implacable, le vieux maître découvre un détail capital. L'annonce de la profanation est parue dans le journal avant même que le crime soit commis.
Quelqu'un de puissant connaissait donc le complot à l'avance. Xanthippe réalise alors qu'une haute personnalité manipule toute l'affaire. Il envoie aussitôt les garçons enquêter au bureau du censeur pour découvrir quel messager a apporté la nouvelle au journal. Plein d'espoir, les écoliers repartent aussitôt sur cette nouvelle piste. Chapitre 16. Les élèves de l'école Xanthos se rendent au bureau du journal mural pour découvrir qui a transmis la nouvelle de la profanation du temple. Mais un gardien armé leur barre le passage. Après plusieurs tentatives maladroites et quelques plaisanteries, Jules parvient finalement à gagner la sympathie du soldat, qui leur révèle l'adresse du rédacteur de nuit, un certain Mégabatès. Les garçons traversent le forum bondé, puis arrivent dans un immeuble misérable de la rue des Patriciens, rempli de bruit, d'odeurs de cuisine et de querelles. Après avoir gravi 5 étages et affronté une lavandière furieuse ainsi qu'un vieil ivrogne, ils trouvent enfin la petite chambre du rédacteur. Mégabatès est un homme bourru occupé à manger des pois chiches. Il refuse d'abord de répondre à leurs questions. Mais lorsqu'il apprend que Mucius est le fils du tribun Domitius et que Caius est celui du sénateur Vinicius, il devient respectueux. Il leur révèle alors qu'un messager est venu, vers la 4e heure de la nuit, apporter un pli urgent annonçant déjà la profanation du temple. Cette confirmation prouve que Xanthippe a vu juste. Quelqu'un connaissait le crime avant qu'il ne soit découvert. Puis, Mégabatès dévoile le nom de celui qui a envoyé le message, l'ex-consul Tellus. Les garçons restent pétrifiés, comprenant qu'ils viennent peut-être de remonter jusqu'au véritable cerveau de l'affaire. Chapitre 17. Ainsi, l'ex-consul Tellus est mêlé à l'affaire du temple profané. Xanthippe leur rappelle que ce vieil aristocrate, ancien général couvert de gloire, demeure un homme puissant et redouté à Rome, proche même de l'empereur. Pourtant, le maître refuse de croire qu'un personnage aussi important ait lui-même organisé le complot contre Rufus. Selon lui, Tellus a plutôt été manipulé par le véritable coupable. Ce dernier, invité à un banquet donné chez Tellus le soir du crime, aurait prétendu avoir déjà vu l'inscription sur le temple afin de pousser Tellus à prévenir immédiatement le journal. En réalité, le temple n'était pas encore profané. L'homme est sans doute parti plus tard dans la nuit pour tracer lui-même l'insulte. Xanthippe réfléchit avec méthode. Comme les invités de Tellus viennent surtout des quartiers nobles proches du forum, le coupable doit habiter sur le mont Esquilin, le seul secteur compatible avec son trajet nocturne. Il rejette aussi l'idée qu'un esclave ait pu être chargé du crime. Un homme riche, explique-t-il, ne confie jamais un secret dangereux à un serviteur bavard. Pour avancer, Xanthippe révèle un détail précieux. Tellus possède dans son palais un immense mur de marbre où tous les invités inscrivent leur nom après chaque banquet. La liste du 20 mars permettra donc peut-être d'identifier le coupable. Le maître imagine un plan. Antoine, réputé pour son extraordinaire mémoire, devra se rendre seul chez Tellus avec une lettre de recommandation et mémoriser les noms inscrits sur le mur. Fier et enthousiaste, Antoine part en mission. Pendant ce temps, Xanthippe oblige les autres élèves à retourner travailler leurs leçons et leurs exercices de grec, au grand désespoir de Caius et de ses camarades qui pensent bien davantage à Rufus qu'aux mots grecs. Chapitre 18. Depuis plus d'1 heure, Antoine a disparu. Et les élèves, coincés avec l'ennuyeux Salluste, commencent à perdre patience. Même Xanthippe s'inquiète et envoie ses garçons à sa recherche. Mais Antoine revient enfin. On le croit ivre, couronné de fleurs, drapé d'un manteau de poils de chameau, pieds nus, titubant comme un fou joyeux. On lui jette même un baquet d'eau froide sur la tête. Alors il relève triomphalement le manteau qu'il rapporte. Au col pend la chaîne d'or arrachée jadis par Xanthippe à son agresseur, et ce manteau appartient à Tellus. Antoine explique son aventure. Reçu chez le riche Tellus, il découvre un palais somptueux et un banquet extravagant où l'on sert langue de flamand, œufs d'autruche et rôtis d'antilope. Tellus boite avec lui jusqu'à lui donner le vertige. Profitant d'un moment de confusion, Antoine cherche les noms inscrits sur le mur de marbre. Il voit seulement la date du 20 mars, barrée, signe que le banquet prévu a été annulé. Puis il se cache dans la chambre de Tellus,
reconnaît la chaîne accrochée au manteau du maître, brise une fenêtre et s'enfuit avec la preuve. Xanthippe comprend que Télus et Loukos sont liés, puisque la chaîne retrouvée chez Loukos est revenue chez Télus. Tout semble désigner l'ancien général comme coupable. Les élèves veulent déjà l'accuser publiquement, et Xanthippe décide d'aller lui faire face. Mais Mucius rappelle soudain un détail capital. L'agresseur de Xanthippe était un homme grand, alors que Télus est petit. Le maître, déconcerté, abandonne son projet. C'est alors qu'arrive un vieil homme en haillons, libéré de prison. Il apporte des nouvelles de Rufus, enfermé dans un cachot. Rufus a lancé ce mystérieux message, arraché sa peau de mouton au loup rouge. Tous cherchent le sens de cette énigme. Xanthippe comprend seulement que Rufus désigne un personnage puissant qu'il n'ose pas nommer. Tandis que le soir tombe et que la pluie fouette les volets, Antoine aperçoit Télus qui passe dans la rue de l'autre côté. Chapitre 19. Le petit homme chauve, courbé sous la pluie, ne s'arrête pourtant pas chez Loukos, mais entre discrètement dans une boulangerie. Xanthippe trouve cela étrange. Un homme aussi riche n'achète pas lui-même son pain. Il envoie les 6 garçons enquêter. Les écoliers se précipitent dans la boutique, mais Télus a déjà disparu. Le boulanger leur révèle qu'il passe souvent par une petite porte au fond du magasin, en échange de 100 sesterces par mois, et qu'il menace de son glaive quiconque pose des questions. Les garçons traversent la cour sombre, découvrent que ce passage mène tout droit derrière la maison de Loukos. Par une fenêtre, ils espionnent la grande salle obscure. Télus semble attendre quelqu'un. Les garçons retirent leurs sandales et avancent silencieusement. Ils surprennent Loukos en train de compter une montagne de pièces d'or, le visage couvert d'un masque de terre cuite. Et mince, ils les repèrent. Pris de panique, les enfants tentent de fuir, mais la porte se referme sur eux. Loukos les tient prisonniers et les menace d'une voix glaciale. Comme s'ils lisaient dans leurs pensées, ils devinent qu'ils soupçonnent Télus d'être le mystérieux loup rouge. Alors, dans un accès de fureur, il se met à hurler que Télus est innocent et que c'est lui, Loukos, qui a profané le temple. Chapitre 20. Les garçons sont étonnés d'entendre que Télus est innocent. Selon Loukos, le manteau, la chaîne et même le faux message au journal viennent de lui seul. Il montre la tablette volée à Rufus et explique comment il a imité son écriture pour profaner le temple. Puis il avoue également avoir attaqué Xanthippe. Tout concorde. Loukos est grand, exactement comme l'agresseur décrit par le maître. Mais le voyant révèle aussi une vérité terrible. Rufus a découvert son secret, et c'est pour cela qu'il doit mourir. Ensuite, Loukos enferme les enfants dans sa maison et leur annonce qu'il partira dès l'aube par bateau. Les portes sont bloquées par un mécanisme secret. Personne ne pourra les secourir. Alors Mucius se jette courageusement sur lui. Les autres suivent, s'agrippent à Loukos, et une lutte violente éclate. Finalement, Caius abat un escabeau sur la tête du voyant, qui s'effondre. Les garçons croient l'avoir tué. Ils tentent de fuir par le toit, mais l'échelle se coince entre les murs. Prisonniers et épuisés, ils cherchent une autre issue, sans succès. C'est alors que Jules remarque, au doigt de Loukos, la bague de Télus. Puis ces étranges chaussures d'acteur. Peu à peu, Mucius comprend l'effroyable vérité. Loukos signifie loup en grec, et le nom du voyant est écrit en rouge sur son enseigne. Voilà donc le loup rouge dont parlait Rufus. Quant à la peau de mouton, ce sont ses faux cheveux laineux. Mucius tire alors sur cette chevelure, et la perruque vient d'un coup. Sous leurs yeux apparaît un crâne chauve barré d'une cicatrice. Loukos et Télus ne font qu'un. Chapitre 21. Télus reprend connaissance sous les yeux terrifiés des garçons. Blessé et couvert de sang, il supplie qu'on ait pitié de lui et promet de raconter la vérité. Il avoue son secret. Ruiné et menacé de prison, il s'est inspiré d'un ancien devin oriental nommé Loukos pour devenir lui-même faux voyant. Grâce aux confidences politiques qu'il tirait de l'empereur, il pouvait prédire l'avenir et soutirer des fortunes à ses clients. Mais Rufus a découvert par hasard que Télus et Loukos ne faisaient qu'un. Pour l'empêcher de parler, Télus a imaginé un plan monstrueux, faire accuser Rufus d'avoir profané le temple afin qu'il soit jeté en prison,
avant d'apprendre la victoire de son père. Il vole la tablette de Rufus, attaque Xanthippe, écrit l'inscription injurieuse sur le temple et dénonce lui-même Rufus au préfet. Pourtant, une erreur le trahit. Il a prévenu le journal avant même que le temple ne soit découvert. Tellus raconte ensuite comment il a essayé d'enivrer Antoine, puis attirer les garçons chez Loukos pour les enfermer et sauver son identité. Enfin, il leur révèle avec cruauté qu'il a déjà soudoyé un gardien pour envoyer Rufus sur une galère quittant Ostie dès l'aube. Horrifiés, les enfants hésitent lorsqu'il leur propose un marché, garder son secret en échange de la liberté de Rufus. Jules exige une confession écrite. Tellus accepte et signe le parchemin de son sceau. Mais au moment où les garçons prêtent serment, Tellus tente de s'emparer du glaive de Mucius. La lampe s'éteint. Les ténèbres envahissent la salle, et Tellus s'enfuit. Au même instant, des soldats menés par Vinicius et Xanthippe enfoncent la porte avec un bélier et délivrent les enfants. Guidés par Mucius, tous se lancent à la poursuite du fugitif jusque dans les bains de Diane. Là, au fond de la piscine vide, gît le corps brisé de Tellus. Dans sa fuite désespérée, il a sauté trop tard. Chapitre 22. Le printemps revient sur Rome. Mais à l'école Xanthos, la joie des vacances a disparu. Xanthippe frappe déjà sur son pupitre et rappelle ses élèves à l'ordre. Tous soupirent en regardant par la fenêtre l'enseigne de Loukos, désormais barrée d'un ironique parti pour les enfers. 3 jours ont passé depuis la mort de Tellus et la vie ordinaire reprend ses droits. Rufus, pâle encore mais enfin libre, a retrouvé sa place parmi ses camarades. Sauvé de justesse avant d'être envoyé aux galères, il a été accueilli en héros, tandis que le gardien corrompu par Tellus a été jeté au fer. Xanthippe félicite solennellement ses élèves. Grâce à leur persévérance, ils ont innocenté leur ami et découvert la vérité. Mais il transforme aussitôt la leçon en sermon. Désormais, il faudra travailler sans relâche et retenir que le chemin du vice mène à la perdition. Le maître promet un programme redoutable. Pythagore, Archimède, Homère, Sophocle, Sénèque. Les garçons pâlissent à mesure qu'il énumère ces montagnes de travail. Antoine, lui, préfère plaisanter en écrivant discrètement à Publius qu'ils auraient mieux fait de laisser Xanthippe enfermé dans l'armoire. Puis le cours commence sur les Gaulois et la victoire de Prétonius. Xanthippe interroge Antoine, qui répond avec une histoire absurde d'esclaves gaulois fascinés par des vitres. Plus tard, il demande à Caius de répéter la leçon. Pris au dépourvu, celui-ci bredouille seulement que le Rhin est un fleuve qui a 2 rives. La classe éclate de rire, et pour la première fois, Xanthippe lui-même se met à rire. Enfin calmé, il conclut, en regardant Caius avec amusement, « Rufus avait raison, il est décidément un âne. » Ainsi se termine l'histoire de Caius, Rufus et compagnie. J'espère que ce résumé vous a plu. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.